Salut à tous et bienvenue sur le podcast d'Horizon Finisher. Alors si c'est la première fois que tu nous écoutes, Horizon Finisher, c'est un projet qu'on a monté à deux entre potes. On est Flo et Fufu, un kiné-ostéo du sport et un passionné de sport d'endurance et de préparation physique et de nutrition. Alors l'idée, c'était de regrouper toutes les questions qu'on entend tous les jours, que ce soit au cabinet, en entraînement ou dans nos échanges avec des sportifs. On voulait un espace pour partager des infos claires, basées sur l'expérience, la science et sans langue de bois. On a d'abord lancé un magazine, après on a lancé une communauté, et maintenant on va passer au format podcast. Alors jusqu'ici, les interviews étaient présentes dans le magazine, mais cette fois-ci en format audio, ça nous permet d'être beaucoup plus vivant, beaucoup plus naturel, et ça nous permet de creuser des sujets, d'avoir des échanges plus fluides pour aller beaucoup plus loin sur certains points. Alors on a aussi décidé de sortir une interview à chaque numéro du magazine pour approfondir un thème et donner la parole à des experts sur le sport et la santé. Pour cette première interview, on va parler de nutrition. Et c'est une question qui nous revient souvent. Comment bien manger quand on fait du sport? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, comment est-ce que je peux adapter mon alimentation, à mon activité et à mon quotidien? Pour y répondre, on va accueillir Marie Chavanne, alias M Nutrition Sport sur Instagram. Marie, elle accompagne des sportifs de tout niveau. Alors du coureur du dimanche à la tête qui vise la performance. Et son objectif, ça rejoint un petit peu notre principe et notre manière de voir les choses, c'est de donner des conseils clairs et pratiques et loin des idées reçues. Et comme on voulait prendre le temps de décortiquer le sujet, cette interview, il est découpé en 3 épisodes et chacun va aborder un aspect précis de la nutrition sportive et chaque épisode sera présent dans chaque numéro qui vont sortir d'ici là. Et dans ce premier épisode, on va poser les bases et on va voir l'impact de la nutrition sur la performance, comment structurer ses repas et comment optimiser son énergie au quotidien. Et pour cette première interview au format podcast, c'est Fufu qui va mener la discussion. Alors j'en profite juste pour rajouter que le compte Instagram de Marie, il est disponible en description et aussi il y a le lien pour s'inscrire à notre magazine. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après. Alors Marie, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui est Marie et pourquoi tu es allée vers la nutrition et particulièrement vers cette nutrition sportive? Je dirais tout simplement que je suis passionnée de sport et de nutrition. J'ai été en sport-études biathlon pendant presque 6 ans, ce qui m'a permis vraiment de connaître l'exigence du sport de haut niveau. Et concernant la nutrition, il y avait un environnement familial qui m'a permis de développer cette appétence pour ce domaine-là. Mais je dirais que ça a été au Canada lors d'un échange universitaire où j'ai eu en fait mes premiers cours de nutrition, que mon projet professionnel a vraiment évolué. J'ai toujours aimé transmettre, partager, apprendre, etc. Mais c'est vraiment lors de cet échange au Canada que mon projet professionnel a vu le jour, disons, où j'ai souhaité allier mes 2 passions, donc que sont le sport et la nutrition. Du coup, dans ton quotidien, au niveau pro, quel type d'athlètes viennent le plus vers toi? Des pros, des débutants, des plus âgés, des plus jeunes? Il faut savoir que ça fait presque 3 ans maintenant que je suis salariée chez NutriPure, où j'ai créé le service nutrition, donc ouvert à tous, quel que soit le niveau sportif ou non. On a également des sédentaires. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner sur des durées d'1, 3 à 6 mois, quel que soit l'objectif, les personnes qui souhaitent optimiser tout simplement leur alimentation et leur nutrition. Donc jusqu'à présent, j'avais vraiment toute personne. Dernièrement, j'ai évolué dans mon poste et je suis actuellement responsable de la nutrition, où là, je me consacre en fait uniquement aux athlètes de haut niveau et aux sportifs professionnels que l'on sponsorise. Donc j'ai accompagné notamment plusieurs athlètes sur les prépas JO de cet été. Donc maintenant c'est plus spécialisé dans le haut niveau, mais je suis à même de recevoir toute personne qui souhaiterait faire évoluer sa nutrition et qui aurait pour objectif d'être accompagnée. Puis on entend souvent parler de macro, d'équilibre alimentaire, mais concrètement, comment ça pourrait se traduire dans l'assiette? Est-ce qu'un coureur de fond et un haltérophile doivent manger totalement différemment, par exemple?
Est-ce que tu pourrais me décrire le, le type de repas sur une journée pour un athlète d'endurance par rapport à un athlète de poids de force, par exemple? Alors une journée type, déjà pour expliquer un petit peu comment je la construis, ça va dépendre de la DEJ, donc ce qu'on appelle la dépense énergétique journalière. Donc ça, c'est une formule de calcul qui prend en considération le métabolisme de base du sportif, donc en fonction de son poids, de sa taille et de son âge, et également son niveau d'activité physique. Donc derrière, ça me permet de quantifier sa dépense énergétique sur la journée et d'adapter donc les apports quantitatifs en conséquence. Typiquement, un athlète d'endurance, nécessairement, il va y avoir des stratégies pendant les entraînements, puisque généralement les séances sont quand même de plus longue durée. Et dès lors qu'on dépasse l'heure, au-delà d'1h30 d'effort, on va avoir des stratégies de boissons d'effort, des glucides intra-training, etc. Il y aura également toute une stratégie post-effort de récupération où on va combiner bien évidemment les glucides pour la récupération énergétique aux protéines pour la récupération musculaire. Et c'est vrai que sur les sports de force, on va avoir déjà un apport en protéines qui peut être plus élevé. Les quantités vont varier en fait en fonction de l'objectif de l'athlète et du sportif. S'il a un but de perte de masse grasse ou au contraire de se développer sur la partie musculaire ou tout simplement de conserver un poids de forme, bah, les apports en protéines ne seront pas les mêmes. Donc, si je devais donner des fourchettes sur un sportif d'endurance, globalement, on va être à minima à 1,2 g et on va tendre jusqu'à 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Et sur un athlète de force, on va pouvoir aller jusqu'à 2 grammes, voire 2,2 g par kilo de poids de corps par jour en termes d'apport protéique, toujours à fractionner, mais en considérant qu'il y a un quota d'absorption pour la protéine. Donc, c'est important de bien les répartir sur la journée entre les différentes prises alimentaires, par le biais de collations aussi. Et je sais que ça fera office d'une discussion dans une prochaine question sur le timing des prises alimentaires. Donc voilà pour ça, en sachant qu'on va toujours individualiser. Donc oui, on prend en considération le type de sport, que ce soit endurance ou force, mais derrière, il y a aussi toutes les caractéristiques physiques de l'athlète qui vont engendrer des adaptations d'un point de vue quantitatif. Après, les conseils au niveau qualitatif de l'alimentation, globalement, on va être sur des choses assez similaires, mais voilà, c'est vraiment les quantités à individualiser. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de l'importance des timings des repas et des collations autour des séances d'entraînement ou avant les courses? Comme je le disais, l'alimentation, c'est notre carburant. Ça va être ce qui permet au niveau musculaire la contraction et le mouvement, tout simplement. Donc, c'est important d'avoir les bons apports au bon moment. Donc, typiquement, avant un effort, on va plutôt miser sur des choses relativement digestes et focus plus sur la partie glucidique de l'alimentation. Donc, on peut être sur des pancakes, typiquement avec la banane. J'aime beaucoup cette recette, banane, œufs et farine de patate douce, par exemple. Ça peut être des smoothies, ça peut être des toasts avec une banane, etc. Enfin, une tartine. On peut adapter au cas par cas. Un fromage blanc avec un peu de miel, des compotes, ce genre de choses. Enfin, vraiment des glucides assez digestes. Contrairement à la collation post-effort, où là, on va être vraiment sur une association, un combo glucides et protéines. Donc, encore une fois, pour la récupération musculaire et énergétique. Donc, ça peut être une version salée avec une tranche de pain et un œuf, ou une tranche de jambon blanc, ou un peu de skyr, de fromage blanc avec une poignée de noix, d'amandes, d'oléagineux, associé à une banane, du miel. Enfin, jouer sur plusieurs index glycémiques aussi, c'est intéressant, plusieurs absorptions plus ou moins rapides, mais de ne surtout pas négliger à la fois les composantes, donc comme je le disais, protéines, glucides, et le côté anti-inflammatoire avec des fruits, des légumes si on est plus sur un repas de récupération. Typiquement, ce qu'il faut avoir en tête,
c'est que si dans l'heure qui suit mon entraînement, je n'ai pas de repas de récupération, ça fait sens d'intégrer une collation. Donc si on termine la séance à midi, mais qu'à 12h30 on est à table, on va pas introduire de collation. En revanche, si la séance se termine à 16-17 heures et que le dîner est prévu qu'à 20 heures, là c'est intéressant d'avoir une collation saine, structurée et bien équilibrée. Ces dernières années, on voit de plus en plus d'athlètes tenter des régimes pauvres en glucides, pour soi-disant améliorer leur métabolisme au niveau des graisses. Certains même parlent de cétose pour mieux performer. Mais au final, est-ce que cela fonctionne vraiment? Alors, s'il y a un objectif de performance, honnêtement, c'est pas une pratique qui est nécessairement intéressante. Les études montrent qu'il y a pas réellement de bénéfices sur la performance. Au contraire, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le régime scandinave dissocié, où l'idée c'était de vraiment réduire drastiquement les apports glucidiques pour ensuite les réintroduire de manière assez massive pour saturer en fait les réserves énergétiques. Et ça, on s'est rendu compte que le risque de blessure, il était plus important et le risque de troubles digestifs était également plus élevé lors de la réintroduction des glucides. Donc, comme je le disais, c'est la première cause d'abandon en compétition. Donc, finalement, voilà, on met pas forcément toutes les chances de son côté avec ce type de régime. Au contraire, moi, j'invite les sportifs à tendre vers des surcharges glucidiques. Donc, avant des épreuves, 1, 2, 3 jours en fonction de la durée et du type d'épreuve, de vraiment modifier l'apport glucidique, la répartition des glucides. En théorie, ça représente 40 à 55% de l'apport énergétique total. Dans le cas d'une surcharge glucidique, on va pouvoir aller jusqu'à 70% de l'apport énergétique sur la journée. Donc nécessairement, on va réduire tout ce qui est graisse, tout ce qui est fibres, les fruits, les légumes, tout ça, on va jouer sur des choses beaucoup plus digestes et faciles d'assimilation, d'absorption, pour faire en sorte en fait d'avoir le maximum d'énergie au moment du départ. Donc voilà, en termes d'un point de vue performance, c'est pas ce sur quoi j'oriente, en sachant que les glucides, ils ont un gros rôle à jouer sur la pratique sportive. En tant que source d'énergie, faut vraiment le voir comme le carburant. Et même si l'organisme il utilise plusieurs substrats, il n'y a jamais d'exclusivité. Il y a toujours un carburant, un substrat qui est privilégié, mais il sera jamais exclusif. Donc on consommera des lipides, des glucides. Simplement, c'est la proportion qui varie en fonction de l'intensité de l'effort, etc. Donc c'est important malgré tout d'avoir des glucides et d'en consommer, et surtout d'anticiper et de faire ses réserves avant le jour J. Bon, on parle beaucoup de performance physique, mais la nutrition, elle a un rôle énorme sur la santé mentale, la concentration, la gestion du stress, même sur la qualité du sommeil. Alors, est-ce que pour toi, un mauvais régime alimentaire peut directement impacter sur la santé mentale et la concentration des athlètes? Effectivement, pour moi, il y a une corrélation qui est assez importante. Euh, D'une part, parce que l'intestin, on en parle de plus en plus, c'est le deuxième cerveau, et en fonction des composantes du microbiote intestinal, il va y avoir une influence par le biais de l'alimentation sur la santé mentale. Donc ça, c'est important d'être en symbiose avec nos intestins et pas hésiter à faire de temps en temps des cures de probiotiques pour réensemencer les bons micro-organismes et faire en sorte qu'au niveau digestif, tout se passe pour le mieux. Je dirais également que l'influence, elle se fait au niveau du sommeil. La nutrition a un gros rôle à jouer pour favoriser l'endormissement, limiter les réveils nocturnes, etc. Donc déjà d'avoir une bonne alimentation sur la journée, mais également sur le dîner, donc le dernier repas avant le coucher, d'avoir suffisamment d'apport en tryptophane, qui va être le précurseur de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et qui va jouer effectivement sur une meilleure qualité et de la récupération et nécessairement de la concentration sur la journée qui va suivre, puisque le cerveau consomme énormément d'énergie. Donc au niveau alimentaire, forcément les glucides, ils vont avoir un rôle à jouer. Les oméga 3 qu'on va retrouver dans les petits poissons gras, mais aussi dans les huiles, donc pour les citer, les sardines, maquereaux, etc. Et au niveau des huiles, tout ce qui est colza, noix, etc. Les oméga 3, ils vont vraiment avoir un rôle sur la fonction cérébrale, sur la mémoire, sur la concentration.
Donc c'est intéressant d'optimiser vraiment sa nutrition pour derrière bénéficier d'une meilleure lucidité, concentration et surtout d'une santé mentale la mieux possible par rapport aux objectifs qu'il peut y avoir. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Alors un grand merci à Marie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si tu veux en savoir plus sur son travail, on t'a mis son Insta en description. N'hésite pas à aller voir ce qu'elle partage. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout, on espère que t'as pu choper des infos utiles, des trucs à tester direct dans ton quotidien. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'interview. D'ici là, continue de bouger, d'être curieux, de te poser les bonnes questions et on se retrouve très vite. Comme on dit chez nous, la baguette.